Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 26 juin. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous avez mis votre tenue, vous êtes J'ai mis prêt? ma tenue d'été. Ah, vous pensez ma tenue de cycliste? Oui, de cycliste ou de rugby rugbyman. peut-être. Peut-être rugbyman, ça m'ira mieux que la tenue de cycliste. Allez, c'est une spéciale sport aujourd'hui, une spéciale sport Sud Radio. Vous savez que Sud Radio est la radio du sport. On va parler rugby à 10h30 avec Philippe Spanghero et évidemment, vous retrouverez, vous le savez, la finale ce week-end sur l'antenne de Sud Radio. Et puis Sud Radio, c'est aussi le cyclisme avec nos invités Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Pascal Chanteur, vous étiez déjà intervenu l'année dernière dans l'émission Média. Vous êtes consultant Sud Radio, coureur cycliste professionnel entre 91 et 2000 et président du syndicat français des coureurs cyclistes. Et Vincent Barthaud, bonjour. Vous êtes consultant Sud Radio, ancien coureur cycliste. Vous avez publié Complètement Barthaud, ma vie de vélo en 100 histoires épiques chez Solar. Et le Tour de France, mais ce sera tous les jours sur Sud Radio dans les vraies voies, l'arrivée de l'étape en direct. Vous avez été maillot jaune, Vincent Barthaud? Il n'est pas encore là, Vincent Barthaud. Il n'est pas là. Il faut me le dire. Voilà, mais j'ai pas mon casque. Oui, il a été maillot jaune. Il a été maillot jaune, je dis pas de bêtises. Bon, vous êtes prêt? C'est exactement ça. Vous êtes prêt, Pascal? Je suis prêt. Ouais. Après autant de tours que vous avez couverts, l'excitation est la même. C'est un peu comme au théâtre, chaque soir est différent, chaque tour est différent. Chaque tour est différent, même si l'issue, c'est 21 étapes. C'est une course très difficile. C'est une histoire de vie. Hein. Vous savez, c'est une aventure humaine que les coureurs vont vivre. Et nous, en tant que suiveurs, c'est un peu la même chose. On découvre les magnifiques paysages de l'Europe, parce que aujourd'hui, on va partir cette année d'Italie. Et c'est toujours une expérience fabuleuse que de partir et de voir de nouveaux visages. Et les Italiens sont des tifosi incroyables et amoureux de la petite reine. Ouais. Puisqu'on parle de champion d'audience, TF1 hier, oui. Valérie. Le débat a bien fonctionné. D'abord, il y a eu le match. Alors, il y a eu le match qui a été un énorme carton, plus de 9 millions de téléspectateurs, plus de 50% de part de marché. Ça veut dire qu'un téléspectateur sur deux qui avait la télévision ouverte regardait le match de football de la France, alors que... c'est pas mal, hein. Ah oui, et puis c'était logiquement un match joué d'avance, puisqu'on était sélectionné. Il y avait un enjeu de savoir si on était premier ou deuxième et qui on allait rencontrer après. Progrès. Oui, j'ai écouté. Et puis également le débat, alors qui est un énorme carton, plus de 5 175 000 téléspectateurs, 26% de part de marché. À titre comparatif, des gros shows maintenant, comme Masked Singer ou autres, ça fait 16, ça fait 17, 18 quand ça marche très bien. Mais là, on est à 26% de part de marché. Ça veut dire que les Français regardent le débat et ce serait intéressant de voir la courbe. Oui, absolument. Alors ça, je ne l'ai pas encore. Sachant que le débat a commencé à 20h40, 45. L'audience que je vous ai donnée, c'est l'audience sans les coupures, sans les deux parties. Ça, on l'aura un peu plus tard. Ils ont coupé par une pub à 21h10. Et donc, ça a démarré à 45, après le journal. Enfin, 40. Et donc, cette audience, c'est uniquement sur le premier quart d'heure? Non, sur les deux. C'est l'audience globale sur l'ensemble. Donc, c'est ça qui est fort. Donc, voilà. Vous avez regardé le foot hier? Pascal, oui, bien sûr. Bien sûr, l'équipe de France, c'est quelque chose d'important. Lorsque n'importe quelle équipe de France, que ça soit dans n'importe quel sport, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et je pense que pour beaucoup de Français, lorsque la France joue les couleurs, et c'est important d'être présent et de les soutenir. Soutenir à tout moment. Et en l'occurrence, hier, c'était un moment important. Ouais. Alors, on va passer au zapping. Sud Radio Média,
L'instant zapping. On vient d'en parler, Valérie. Hier, c'était donc le débat entre les ténors du fameux 3 blocs. Maintenant, il n'y a plus que 3 blocs en France. Alors évidemment, suivant ses impouances, on pense que son candidat a gagné. Et que ça soit dans les chroniques qu'on entend sur les différents médias, on n'a pas la même analyse. Après, il y a des choses factuelles, des moments de mise en difficulté. Comme quand Gabriel Attal est revenu sur l'exonération des moins de 30 ans. C'est un extrait assez savoureux. Je souhaite que d'ici à la fin de mon action à Matignon, on puisse exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes de moins de 30 ans qui paient l'impôt sur le revenu, mais je veux que nos talents, que nos cerveaux, que nos élites vous allez vous auto-exonérer d'impôt. Être... Pardon ? Ça veut dire que vous allez vous auto-exonérer d'impôts, vous avez moins de 30 ans. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. Pourquoi est-ce que je dis ça, Jordan Bardella? Vous n'avez pas seulement maquillé. Pourquoi est-ce que je dis ça, Jordan Bardella? Je dis ça parce que je trouve cette proposition Soyez pas totalement hors sol. Vous n'avez pas Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 ans paierait des impôts et un consultant ou un trader de 29 ans arrêterait de payer des impôts? Monsieur le professeur, permettez-moi, je vous réponds. Non, je vous pose des questions, c'est pas une question de professeur. Je ne comprends pas cette proposition que vous ne chiffrez pas par ailleurs. Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 ans devrait payer des impôts mais un trader de 29 ans ne devrait pas payer des impôts? Pourquoi est-ce que vous prenez une règle comme ça, générale pour tous les moins de 30 ans? Si on vous écoute, Kylian Mbappé a eu raison de partir, ou a eu tort plutôt de partir à Madrid, il aurait plutôt dû rester, puisqu'avec vous, il aurait été exonéré d'impôts. Ça n'a pas de sens. Vous prenez toujours l'exception. La justice fiscale, c'est qu'on paye en fonction de ses revenus. Non. Est-ce que les cyclistes et les sportifs ont des bonnes retraites? Comment ça se passe quand je suis sportif? Pour la retraite des sportifs, on en parle rarement. Mais écoutez, en France, tous les coureurs cyclistes professionnels ont des contrats de travail comme salariés dans des entreprises, des SASP, et donc ils cotisent à la retraite et ça contribue à avoir leurs annuités à la fin de leur carrière professionnelle. Après, vous savez, on parle souvent d'argent dans le sport, mais il faut savoir que le salaire moyen d'un coureur cycliste professionnel en première division, nous ça s'appelle le World Tour, il avoisine les 7-8 000 euros. Donc ça reste relativement faible par rapport à une profession. Alors quand je dis faible, par rapport à un ouvrier, c'est très élevé. Mais il faut quand même bien comprendre qu'une carrière de coureur cycliste, ça va entre 3 et 10 ans pour les plus longues carrières. Donc c'est un moment important dans une vie de pouvoir capitaliser. Et quand on parle de 8 000 euros de salaire moyen, c'est quand même relativement faible pour une carrière aussi courte. Pourquoi ça n'a pas évolué d'ailleurs? Pourquoi que ça n'a pas évolué? Pour la simple et bonne raison que dans le cyclisme, il n'y a aucun droit à l'image, aucune rétribution des droits TV. Des droits TV pour la bonne et simple raison que les épreuves qui sont organisées par des sociétés privées qui sont propriétaires des événements. Ce qui est comme ça, parce que le Tour de France, parce qu'on parle bien du Tour de France, le Tour de France c'est un exemple, mais le Tour d'Italie c'est la même chose. Le Tour de France, ça a plus de 100 ans. Et cette épreuve a été créée par un homme, et cet homme-là est devenu propriétaire de cette marque et qui a évolué dans le temps, mais qui est resté toujours dans le giron privé. Donc, quand vous parlez des droits télé dans le football, les compétitions du football, c'est un exemple, mais comme je pourrais dire le rugby, c'est des fédérations qui organisent. Donc, à partir de là, il y a des rétributions de droits TV. Voilà. Alors après, il y a des marques. Après, il y a des marques qui sont partenaires et ces marques sont propriétaires d'une société. Et cette société emploie les coureurs cyclistes professionnels. Allez, on continue. Mais avant-hier, Jean-Luc Mélenchon était, puisque évidemment, ils auraient aimé débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Vous avez suivi l'histoire, Jordan Bardella et autres. Et il était l'invité de l'événement de France Télévisions avant-hier. Et il continuait sa petite musique. Le Premier ministre, c'est moi. Et au diable, ceux qui disent le contraire, suivez mon regard. Pourquoi je serais le seul homme de gauche mis à l'oukase par qui, s'il vous plaît? Par monsieur François Hollande, qui a détruit la gauche? Par qui? Par monsieur Glucksmann, qui nous a battus de 3 points, que j'ai dû payer de 100 circonscriptions pour que les socialistes acceptent de signer une fois de plus un accord dont on a l'impression qu'ils sont déjà en train de le trahir. Je les mets en garde.
Vous imaginez cette phrase que j'ai dû payer de 100 circonscriptions. Ça veut dire, je t'ai donné 100 circonscriptions pour pouvoir faire l'union, mais tu me fais pas chier. C'est horrible de dire ça. C'est vraiment dit comme ça. Ah oui, je le traduis au discours d'aujourd'hui. Et mon regard, donc, c'est comme celui de Mélenchon. Il se tourne vers François Ruffin. Il était hier en campagne à Abbeville et il se cache plus son animosité. Il ne cache plus son animosité. Donc réfléchissez-y, madame. Oui, mais tout à fait, je vais y penser, c'est vraiment. Moi, je vous le dis avec la conviction de vouloir défendre les gens, c'est une arnaque. L'arnaque sociale du Rassemblement national. Vous n'êtes quand même pas pour M. Mélenchon ? Je suis. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Intéressant. Vous n'êtes quand même pas avec Jean-Luc Mélenchon, a dit cette dame. Ben oui, je sais très bien que c'est pas un appui, Jean-Luc Mélenchon ici. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs. C'est un obstacle pour vous aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que c'est un obstacle à la victoire du Front populaire. Et voilà, sans doute il est nécessaire d'aller sur les plateaux télé, mais ça serait bien que les dirigeants de la France insoumise, ils soient ici à discuter avec les gens, à convaincre et à combattre le Rassemblement national, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait fait en 2012, puisqu'il s'était présenté à Hénin-Beaumont. Bon, il avait perdu. La conclusion de tout ça, c'est Gilles Boulot qui l'a faite. Et puis merci à tous, évidemment, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Tout de suite, Esprit criminel. Rien à voir avec cette soirée. À demain, 20h. C'est très drôle. Et puis Valérie, je finis toujours en musique. Alors on va évidemment parler du rugby, des ambiances du Tour de France, des ambiances du rugby. Et là, je sais que vous allez être méga heureuse pour toute la journée. Et je ne suis pas ironique, je sais que vous l'adorez. Qui dit toute cette ambiance dit Patrick Sébastien. Et son nouveau titre. Bravo. Ouais. C'est une nouvelle chanson parce qu'on a l'impression que c'est un peu toujours la même. Même avec les gens que vous aimez, vous les attaquez sur la musique. Non, j'aime c'est bien Caliente, on fait la fête. Faites la fête. C'est le début de l'été. Allez. Puis allez voir le clip parce qu'il a la pêche. Il donne la pêche. Sur la plage. Allez, on se retrouve dans un instant avec Pascal Chanteur et Vincent Barthaud pour parler Tour de France. Le Tour de France, ce sera tous les jours l'arrivée sur Sud Radio dans les vraies voix. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, on est ravis qu'ils soient avec nous ce matin. Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. Vous les connaissez évidemment si vous êtes fidèle à Sud Radio, ce dont je ne doute si vous pas. Aimez le cyclisme, et si vous aimez le cyclisme, oui, mais je vantais la radio. Mais voilà, évidemment, madame. Pascal Chanteur, coureur cycliste professionnel entre 91 et 2000. Et vous êtes le président du syndicat français des coureurs cyclistes. Et Vincent Barthaud, bonjour, on ne vous a pas entendu dans la première partie. Consultant Sud Radio, ancien coureur cycliste et maillot jaune. Vous avez porté le maillot jaune, hein ? Voilà, exactement. C'était dans les années 80, en 84 exactement. Donc ça commence, ça va faire 40 ans cette année. Oui, on voit pas le temps passer. Et puis vous avez publié complètement Barthaud, ma vie de vélo en 100 histoires épiques chez Solar, parce que des histoires, il y en a sur le Tour de France. Il y a beaucoup de choses. Je pense que tous vous avez énormément de choses à raconter, Gilles. Oui, non, je voulais savoir, il est où votre maillot jaune ? Vous l'avez encadré ? On fait quoi d'un maillot jaune ? Alors les maillots jaunes, j'en ai eu à partir du moment où j'ai été 13 jours maillot jaune, j'en ai eu un le matin, un le soir, j'en ai eu 26. Ouais. J'en ai beaucoup offert aux mécanos, aux amis et autres, dans ma famille aussi. Et en fait, moi j'en ai gardé 2. J'ai récupéré malheureusement celui de mes parents parce qu'ils sont décédés, mais voilà, on en donne beaucoup en fait. Alors le Tour de France va partir d'Italie. C'est le Tour de France qui sera ce sera la 111e édition. Départ de Florence avec un plateau exceptionnel. Avec Christian Prudhomme nous parle d'une baston terrible dès le premier jour. Est-ce qu'on va assister à autre chose que le duel Pogacar et du Danois Vingegaard cette année? À votre avis, qui veut répondre?
Écoutez, ça va être, je vais vite laisser la parole à Pascal, mais on va vite être dans le vif du sujet parce que il faut savoir quand même on attaque les Alpes italiennes tout de suite. Ça s'appelle les Petits Apennins. C'est vraiment dès le 4e jour. Entre Florence et Rimini. Voilà, en fait, la première étape est accidentée, la deuxième, elle est aussi accidentée. Par contre, la 4e, c'est déjà une étape de montagne, donc il va falloir être prêt tout de suite dans ce rendez-vous du Tour de France, sachant aussi que dès la première semaine, on a déjà un contre-la-montre individuel de 25 km qui devrait nous donner un petit peu les favoris du Tour. Ouais, mais vous pensez quoi, qu'il y aura vraiment de la baston ou pas? Oui, mais vous savez, il y a toujours de la baston dans le Tour de France. Alors là, cette année, il y a un petit peu de souci du côté de Vingegaard. Il a été victime d'une grande chute en milieu de saison. Il n'a pas recouru depuis. Il essaie de se remettre en condition. On sait que lui, Pogačar, est vraiment en forme puisqu'il a gagné le Giro. Voilà. Alors on s'attend à un duel quand même encore entre les deux, mais il y a beaucoup de problèmes cette année à la Jumbo. Il y a beaucoup de coureurs qui sont malades, qui tombent là. On a appris il n'y a pas très longtemps que Sepp Kuss, un des lieutenants de Vingegaard, ne participera pas au Tour. Et là, c'est vraiment embêtant pour lui. Est-ce que la donne que depuis 2-3 ans, important, je pose la question à nos deux spécialistes, c'est pas évidemment le changement climatique et les chaleurs incroyables sous lesquelles les coureurs sont. Est-ce que faudrait pas faire démarrer les courses plus tôt le matin? Est-ce que il y a des réflexions, autour du changement climatique et de la canicule en Italie? Je pense qu'il commence à faire chaud là, à Paris ou même dans le sud de la France, il fait déjà 34-35. Pascal, chanteur, sur la météo. Non, mais il faut savoir une chose, c'est que dans notre sport, qui est un sport d'extérieur bien sûr, on a mis des choses en place sur les conditions climatiques extrêmes. Et à partir de là, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, on a des protocoles à respecter. Et pour modifier, que ça soit les étapes, que ça soit les horaires, donc tout est prévu. Ouais. Mais vous savez, les coureurs cyclistes sont déjà très habitués, parce que ça fait partie de leur métier. Parce qu'on parle des chaleurs ici, mais en début d'année, ils font le Tour Down Under. Le Tour Down Under, c'est en Australie. Et ils ont des températures allant jusqu'à 45-47 degrés. Ouais. Donc, et c'est au mois de janvier. Donc vous avez des fluctuations de température où les coureurs viennent d'Europe de l'hiver, et tout d'un coup ils débarquent en Australie et ils ont des températures bien plus chaudes que même l'été chez nous. Donc ils ont une habitude, ils sont rompus à cette situation. Alors maintenant, on doit toujours prendre en compte la santé. La santé est quelque chose de très important aux yeux des dirigeants et des responsables de ce sport. Donc on y attache énormément d'importance. Est-ce qu'il y a des outsiders cette année? Oui, bien sûr. Vous avez, alors Vincent l'a très bien expliqué, mais vous avez Evenepoel qui va prendre le départ de son premier Tour de France. Vous avez un coureur, Vincent va m'aider, mais de chez Visma, qui a gagné Paris-Nice et qui va marcher très fort. Et je pense que Jorgensen, et qui va être, je pense, peut-être le coureur de Visma qui permettra à Visma d'être présent dans le carré magique, comme on appelle. Et puis vous avez Yates qui vient de gagner le Tour de Suisse. Donc oui, vous savez, le Tour de France, il y a des grands noms qui sont présents, mais vous avez 3 semaines de course et tout peut se passer, que ça soit une étape extrêmement difficile comme une étape dite de transition où tout peut se passer aussi. Vous savez, une chute, un problème de santé, c'est des choses qui sont très fragiles, qui font aussi partie de la course. Pascal, alors bien sûr, il y a le parcours, mais il n'y a pas que ça. Pascal, je sais qu'au syndicat des coureurs de l'UNCP, vous faites aussi attention à un phénomène de plus en plus important. On a vu l'année dernière qu'il y avait des motos qui avaient causé des accidents sur le Tour et sur les coureurs. Est-ce que le public et les motos sont de moins en moins... Enfin, on voit que le public n'hésite plus à harponner certains coureurs, etc., etc. Comment on peut rendre ça plus raisonnable? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses de mise en place. Déjà, au niveau des motos. Au niveau des motos, chaque année, on essaye d'en diminuer
la participation de plus en plus. Et ça, France Télévisions et la presse est ouverte à enlever certaines motos ? Alors oui, bien sûr. Non, mais par exemple, France Télévisions met un minimum de motos. Vous avez 4 motos. Vous avez la moto de tête, la moto de tête échappée, tête peloton, queue de peloton. Et puis une moto qui navigue à l'arrière pour les coureurs qui pourraient être attardés. Donc ça c'est le minimum, parce qu'il faut aussi quand même retransmettre le sportif, retransmettre les images, c'est quelque chose de fondamental, ça fait partie de notre sport. Mais à côté de ça, on doit faire attention aux autres motos médias, et on y attache énormément d'importance. Pareil que pour la santé des coureurs, parce que ça en fait partie. Mais vous parliez des spectateurs. Si j'ai un message à faire passer, c'est venez nombreux sur le bord de la route, mais respectez surtout les coureurs, parce que vous savez tous que nous n'avons pas de tribune. Nous, notre terrain de jeu, c'est la route, et la meilleure des choses, c'est de respecter un minimum et de prendre les distances adéquates pour ne pas gêner l'effort physique des coureurs. Ça reste un des sports quand même. Ça reste un des sports où les sportifs sont les plus proches du public. Hein. C'est, je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'on assiste chaque année à des comportements. Quand ils jettent de l'eau pour bien faire, ça gêne le coureur, j'imagine. Bien sûr, non, mais notre sport est un sport populaire, dit populaire. Vous savez, notre terrain de jeu, comme je viens de le dire, c'est la route. Les spectateurs qui sont sur le bord de cette route viennent gratuitement. Donc, à partir de là, c'est de les respecter, mais en règle générale. Là, on est en train de parler d'une minorité qui fait des conneries, parce que c'est le mot adéquat, et qui sont pour certains irrespectueux. Mais c'est une partie infime. La plus grande partie de notre public, c'est des gens qui respectent les coureurs. Bien sûr. Et on n'a pas de hooligans. On a cette chance-là de ne pas avoir de fous sur le bord des routes. Et ça, c'est quelque chose d'important, et on doit le préserver un maximum. Alors, il y a des particularités au cyclisme, avec le cyclisme. On parle effectivement de ces spectateurs très proches, et puis il y a un autre élément dont on parle à chaque fois quand on parle de cyclisme, c'est le dopage. Vous allez nous l'énerver. Non, mais je ne serais pas énervé. Mais j'avais une question sur en fait les meilleurs à vous prendre de la créatine pour améliorer leur performance. Alors c'est autorisé pour l'instant. Est-ce que c'est un produit aux vertus dopantes? Et puis on parle aussi de prise d'euphorisants comme de la caféine pour lutter contre les coups de fatigue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais la lutte antidopage, c'est exactement comme la sécurité sur les courses. C'est quelque chose d'important. L'éthique, c'est important. Et pour préserver la compétition et les résultats sportifs, on se doit d'être irréprochable à ce niveau. Vous savez, il y a eu une révolution dans nos sports quand il y a eu les événements de 98. Et à partir de là, tout le monde s'est mis autour de la table pour essayer de contrer ce fléau, qui est quelque chose de prégnant dans tous les sports et dans la vie. Vous parliez juste avant des gens qui utilisaient la cocaïne. C'est exactement la même chose aujourd'hui, notre société. La créatinine. Non, mais je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Vous m'avez posé une question. Donc à partir de là, vous avez parlé en ouverture de votre journal des gens qui utilisaient de la cocaïne. C'est de la drogue. C'est exactement comme un produit dopant où il y a des milliers et des millions de Français qui l'utilisent pour aller au boulot. Bon nous dans le sport, on se doit d'être irréprochable à ce niveau-là, et il y a des contrôles qui sont effectués tous les jours. La créatine, vous savez, c'est un médicament qui est aujourd'hui contrôlé. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement dopant par les experts, parce que moi je suis pas médecin. Mais la caféine, et vous avez donné le mot de la caféine. La caféine, c'est un produit qui est utilisé et qui n'est, à mon époque et à l'époque de Vincent, qui était réglementé par des doses, par des taux. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et non pas par notre sport, mais par l'Agence mondiale antidopage. Et ça, nous, le cyclisme, on se bat pour qu'il y ait à nouveau un taux de mise en place. Parce qu'on estime que la caféine, c'est quelque chose de dangereux, même si certains experts estiment le contraire. Eh bien, nous, à l'image du tramadol, parce que le tramadol, le cyclisme s'est battu pendant 3 années pour le rendre interdit. Et aujourd'hui, l'AMA a enfin daigné le rendre interdit, et c'est quelque chose de fondamental. Donc, on est très attaché à ça, et on est les avant-gardistes sur des médicaments qui arrivent sur le marché et qui pourraient être dangereux pour la santé de nos coureurs. Mais ils n'ont pas toujours une longueur d'avance avec le dopage, parce qu'on voit qu'il y a plus beaucoup de gens qui se font prendre avec des nouveaux produits, avec des docteurs
Vous avez tout dit. Ouais. Vous avez tout dit. Vous avez des médecins véreux qui cherchent à contrer les contrôles. Mais aujourd'hui, j'ai tendance à dire que le coureur qui chercherait à tricher va passer entre les mailles du filet quelque temps, mais un jour il va se faire attraper. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et à partir du moment où on multiplie les contrôles et que les contrôles sont effectués de plus en plus rigoureusement, de plus en plus proches les uns des autres, eh bien à un moment donné, les tricheurs auront de plus en plus de mal à passer entre les mailles du filet. Et vous savez, s'il y a bien un sport qui n'a pas peur de condamner et de sanctionner ses athlètes, c'est bien le cyclisme. On en a fait la preuve depuis de longues années, et aujourd'hui la main est lourde. La main de la Fédération internationale est lourde, et quand on se fait prendre ces 4 ans, ça veut dire que pratiquement, c'est pas pratiquement, c'est une fin de carrière assurée. Donc aujourd'hui, des tricheurs, il y en aura toujours. Ça fait partie de l'être humain, mais il faut qu'ils comprennent que tricher, c'est une faute grave, et qu'à partir du moment où on fait cette faute grave, on sera sanctionné gravement. Est-ce que, alors une dernière question, alors c'était très compliqué avec Vincent Barthaud, c'est pour ça que pour nos éditeurs, c'est pas qu'on a plutôt interrogé Pascal Chanteur, mais la connexion est compliquée avec Vincent Barthaud. Rapidement, une petite anecdote d'une histoire épique qu'on trouve dans votre livre. Écoutez, un jour, je participais au Grand Prix de Rennes, et j'étais le favori pour Cyril Guimard, et il fallait faire la course pour moi, mais malheureusement, à un moment, en arrivant sur Rennes, j'avais une envie pressante de faire un pipi, mais j'avais pas eu le temps de m'arrêter. Et quand on est arrivé sur le parcours, c'était rempli de pavés, je pouvais pas tenir, et à un moment, je me suis caché dans une rue. J'ai attendu que le peloton fasse le tour de 7 km, et je suis revenu dans le peloton. Je suis redescendu voir Guimard, je lui ai dit, écoute, ça y est, j'ai pissé, on peut jouer, on peut y aller, je suis en forme. Et à un moment, il m'a fait, écoute Vincent, sors de la course, va rouler 50 km. Mais je dis, pourquoi Cyril? Personne m'a vu. Il me dit, le monsieur qui est à côté de moi est commissaire. J'aurais fait mieux de me taire. Votre livre, c'est plein d'anecdotes, et puis ce sera aussi beaucoup d'histoires sur ce tour, ce 111e Tour de France sur Sud Radio. Évidemment, à suivre l'arrivée de l'étape tous les jours en direct dans les vraies voies. Et puis ils interviendront évidemment dans le journal s'il y a de l'actualité. Vous serez là avec nous. Et puis l'arrivée à Nice, il faut noter qu'à cause des JO, l'arrivée est à Nice. L'arrivée est à Nice. Merci Pascal Chanteur, merci Vincent Barthaud. Merci à vous bon tous. Tour à vous, et ça démarre dès samedi sur les antennes, avec évidemment l'émission de sport sur Sud Radio. Donc on vous retrouvera dès samedi pour le débat. Allez, on continue avec l'émission d'Alexandre Priam. Alexandre Priam, mangez pas trop de pizza et de Chianti. Allez, on se retrouve dans un instant, nous, pour parler rugby, la finale. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.